Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour de Change Now, cette exposition universelle des innovations pour la planète. France Télévisions se mobilise pour soutenir cet événement majeur qui prend de plus en plus d'ampleur tous les ans. Cette année, 1000 innovations seront proposées ici pour que demain, les humains vivent mieux sur une planète plus saine. France Info a un studio ici et toute la journée. Nous allons vous parler des grandes thématiques qui fondent cette dynamique d'innovation pour la planète, à commencer par les startups qui se mobilisent et qui inventent de nouvelles solutions. Nous allons en recevoir 4. Vous connaissez le principe si vous nous avez déjà suivis hier. 5 minutes par startup pour pitcher, comme on dit, nous expliquer en quoi demain ils vont révolutionner la planète. Nous allons accueillir chacun des intervenants. Ils seront donc là pour présenter leur innovation et ensuite interviewés par nos deux spécialistes de l'environnement que vous connaissez si vous suivez France Info Canal 27. Mathilde Gracia est la spécialiste de l'environnement sur ce canal, et Thomas Bayetto, spécialiste de l'environnement sur France Info Web que vous connaissez pour ses chroniques dans Alerte Pollution. On reçoit tout de suite notre premier start-upper, notre premier pitcher qui a une innovation, une start-up qui s'appelle Planet Burger. Attendez, ce sera votre tour tout à l'heure. Et je vois là-bas, donc Planet Burger, bienvenue, merci, asseyez-vous. Hi. Voilà, Hello. qui vient de quitter à l'instant les fourneaux de Planet Burger, puisque ici on découvre aussi cette nourriture qui est globalement de la nourriture végane, qui imite des steaks en récupérant des protéines, des graisses, des minéraux, des couleurs et du goût dans les végétaux, pour imiter de la viande et convaincre ceux qui voudraient limiter leur consommation de viande, de trouver une alternative. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le CO2, c'est bon pour économiser les ressources globales, l'eau, l'énergie, les gaz à effet de serre. Il faut aussi moins de terre pour produire tout ça. Bonjour monsieur, merci infiniment d'être là. Bonjour, bonjour. Je crois que Est-ce que vous parlez français? Oui, je parle français, mais alors, aidez-moi. On va essayer et je vous aiderai. Vous avez expliqué, parfait, ça fait ma job. Ce que vous allez nous expliquer, Ouais. c'est ce qui vous a donné, vous, l'envie de vous mobiliser. Et quel est votre objectif à terme, the aim of your action? Oui, j'étais inspiré de le produit Beyond Meat. Tu vois, c'est un ami m'a le donné pour le cuisiner pour ma femme. Et moi, j'ai beaucoup de restaurants qui cuisinent les animaux, tu vois. Et j'étais vraiment pas dans penser de veganisme ou plant-based de rien. Mais le produit était parfait. Et je voulais faire une chose que c'est bon pour la planète. Peut-être préciser, Beyond Meat, en fait, c'est un burger végétarien qui a vraiment un goût de viande. Oui, goût de viande et c'est bon parce que c'est less le formine des animaux, c'est beaucoup. So, quand on fait le Beyond Meat, c'est comme 98% less water, Ouais. tu vois, et c'est très bon pour l'économie. 99% d'eau en moins, 90% d'énergie en moins, C'est 90% environ d'émissions de gaz à effet de Oui. serre en moins, 90... voilà, très bien. Alors, Voilà. alors, Il doit le goûter, tu c'est vois. en Ouais. France, c'est de la gastronomie. Je vais laisser nos deux spécialistes de l'environnement vous poser les questions qu'ils vont vous poser. À vrai dire, je l'ai déjà goûté hier. C'est vrai que c'est assez bluffant la qualité très similaire à de la viande dans la texture, dans le goût. C'est assez bluffant. Et c'est très important aussi parce que... Non. Oh, non, c'est pour C'est moi qui vais l'ouvrir et le goûter. Je vous laisse aux mains de nos deux spécialistes de l'environnement qui vous posent des questions. Et moi, je m'occupe de regarder ce que c'est. OK, ben... Oui, je voulais vous demander, on est tous d'accord ici, je pense, sur la nécessité de manger moins de viande Oui. pour le climat. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de produits qui imitent la viande? On pourrait tout à fait se tourner directement vers des lentilles, ce type de choses. Non, c'est une bonne question. Je pense que c'est les deux choses, tu vois, parce que j'aime bien pour manger les légumes et tout ça, mais il y a un diet dans le monde qui aime les hamburgers, tu vois. C'est très un brand, c'est global les hamburgers. On peut faire un... J'essaye de m'en sortir avec dignité. Je pense que je vais avoir un petit peu de mal, mais je vais quand même vous montrer le steak. Alors, quelle caméra éventuellement? Voilà, je vous montre le steak. Et vous voyez que l'aspect est assez bluffant. Beaucoup à de la viande. Mais ouais, ça a vraiment l'aspect de la viande. Oui. Et je vais le goûter. Je vous laisse discuter un petit peu. J'essaye d'en couper un morceau à peu près proprement. Et je reviens vers vous.
il y a une grande économie de hamburgers, tu vois, et si on peut regarder et faire une chose différente, c'est ça que tu vas avoir the greatest impact, tu vois. So pour moi, c'était très intelligent pour faire le hamburger, si je peux le faire délicieux et comme la même chose comme un hamburger normal, je pense qu'on a une chose que c'est très bonne, tu vois. Et donc quand on mange un hamburger, on ne se dit pas forcément qu'on va manger quelque chose de très sain. Ouais. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous rappeler la composition de cette fausse viande et qu'est-ce que vous mettez aussi avec cette viande, cette fausse viande, pour que ça soit le plus sain possible en fait? Ouais, sur la viande, c'est the peas. Ouais, des pois, Oui, c'est ça, les pois, des beets, betteraves. de la betterave. Oui, des betteraves pomegranates par le couleur. Tu Ouais. vois, du potato et c'est tout. Tu vois, c'est D'accord. très simple. Et la sauce, c'est une sauce veganise, tu Ouais. vois, un piquante avec tomates fraîches et laitue. Donc c'est 100% vegan, il n'y a pas du tout de produit animal en fait dans 100% vegan et plus important, c'est 100% soy free, tu vois, et Il y a pas de GMO soja. free. Pas de soja, pas d'OGM. Oui, c'est ça. Et c'est très important parce qu'il y a d'autres produits que c'est pas la même chose. C'est des soja et GMO. On pense que ça, c'est le produit le meilleur. Alors, moi, je viens de goûter. J'avais déjà goûté hier, à vrai dire, parce qu'on est en France, la gastronomie, c'est là-dessus qu'on s'est jeté les premiers. Ça, ce qui est bluffant, c'est la texture. C'est jusqu'à présent, les steaks vegan avaient une texture très particulière. Là, on a vraiment la texture d'un steak. Vous disiez que, à la base, vous avez des restaurants de burgers Oui, qui servent des burgers de viande animale. oui. Comment est perçu ce burger dans vos restaurants? Parce que les gens qui viennent chez vous à l'origine Oui. veulent de la viande animale, vous leur servez de la viande végétale. Comment c'est reçu? C'est reçu très bien. Moi, j'ai un restaurant complètement hamburger d'animaux et séparé, celui-là, c'est complètement plant-based de D'accord. hamburger. Et je vois les clients les deux et tu vois, pour nous, c'est pas seulement pour les vegans ou les végétariens, c'est pour les flexitarians, tu vois, c'est des personnes qui voient... Flexitarien, c'est ça? Ouais, les personnes qui ils veulent un petit peu less cholestérol. Réduire Oui. leur consommation de viande. C'est la balance. Moi, je pense que c'est le plus important pour le food system, tu vois. Commercialement, où vous en êtes? Quel est le restaurant qui fonctionne le mieux? Est-ce que ça se développe, le restaurant végétarien? Bon, le premier restaurant, ça fait 10 ans que c'était ouvert. Celui-là, c'est 4 mois. Ouais. Mais c'est un partnership avec Whole Foods dans l'Amérique et c'est très bien. D'accord. Ouais. Dernière question, Oui. Pourquoi 2 restaurants? C'est pas possible que je vienne manger avec quelqu'un qui ne veut que de la viande animale et que moi je préfère manger un hamburger végétarien et que malgré tout on partage la même table? Oui, je pense que ça va venir plus populaire parce que mélanger les deux, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'il va faire, tu vois, parce qu'on peut manger tout ensemble. C'est vraiment important. Mais c'est la cuisine que c'est difficile, tu vois. Dans la cuisine, c'est difficile de séparer. Voilà, oui, de bien sûr. séparer parce que c'est comme tu as besoin de 2 cuisines pour faire les choses différentes. D'accord. Ça, tu n'as pas de cross-contamination, ouais. Merci Ah. d'avoir Ah. parlé français. Merci Très bien, beaucoup. félicitations. Merci. On va J'ai essayé évidemment bien. terminer le burger hors antenne parce que c'est compliqué de le manger proprement à l'antenne. En tout cas, Allez-y, félicitations. un grand Oui, je sais bien. morceau. Oui, non, mais je vois bien que je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Quelqu'un Mais on mange va parce pas le qu'on veut perdre. pas On va le gaspiller, mettre, on va le mettre derrière et puis on le terminera tout à l'heure parce que c'est franchement bon. Félicitations, merci d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse regagner les coulisses. Merci. Merci. Pour accueillir une nouvelle start-up qui, elle également, travaille sur des solutions nouvelles pour la planète. C'est une start-up française qui s'appelle Milk Canteen. Hein, ils sont français, non? Je me trompe pas? Oui, tout à fait, je crois. Malgré le nom. Hein, tenez, prenez le micro. Bonjour. 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 Alors, vous êtes spécialisé dans la réduction des gaspillages alimentaires, en particulier pour les cantines, la restauration collective. Oui. Votre principe de base est d'avoir une application sur laquelle, notamment les élèves de lycée, collège, etc., vont réserver leur repas et donc mieux le gérer en fonction de leurs allergies, de leurs goûts, etc. Et donc, vous pouvez permettre aux cantines de mieux planifier leur stock et
au final de moins gaspiller. J'ai résumé, vous allez me dire j'ai tout dit, d'accord. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser, d'où vous venez, d'où vient cette idée et où vous en êtes aujourd'hui en France? Alors, j'avais 23 ans quand l'idée m'est venue. J'avais une amie qui était sylphide à l'Opéra de Paris-Garnier. Ce soir-là, elle m'a fait visiter l'opéra. Il était très tard, il était minuit. On en a terminé vers 2h du matin. On est allé dîner dans une brasserie parisienne. On en est sorti vers 4h. Et c'est là qu'elle a changé le cours de ma vie et que je suis là aujourd'hui devant vous. Puisqu'elle m'a proposé d'aller voir ce que faisaient ses parents. Et on s'est retrouvé au marché de Rungis, où ses parents étaient grossistes, uniquement le marché de la Marée. Et à 23 ans, je n'avais jamais vu une telle taille de bâtiment et une telle quantité de nourriture en une seule fois. Et quand on m'a dit que ça n'était que 2 jours de consommation pour parier sa couronne, j'ai tout naturellement essayé de multiplier par le nombre de jours restants, la France, l'Europe et le monde. Et là, je me suis dit, on va dans le mur. Donc, et l'histoire m'a donné raison, puisque en 2019, la presse nous annonçait que nous avions consommé 12 mois de ressources en seulement 7 mois. Donc à l'origine, vous n'êtes pas tellement sur le gaspillage alimentaire, vous êtes sur le fait qu'on bouffe trop. En fait, si, ça a changé mon rapport avec les aliments et surtout le gaspillage alimentaire. Donc non, c'est vraiment sur le gaspillage que mon comportement s'est modifié. Et à l'avènement du digital, j'ai voulu porter une action sur ce domaine. Et issu de l'observation, je me suis rendu compte que la restauration collective avait 2 problèmes qu'elle n'arrivait pas à résoudre. C'était de ne jamais savoir qui venait manger et encore moins ce qu'ils allaient manger. Voilà donc comment est né 1000 Cantines, qui permet donc à cette restauration de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives via un système de réservation sur le smartphone, ce qui permet aux cuisines de ne sortir le lendemain que ce qui sera réellement consommé. Et une petite dernière question avant de laisser la parole à nos spécialistes environnement. Ça veut dire aussi que les collégiens, les lycéens qui réservent leur repas sont un petit peu responsables de ce qu'ils ont choisi et probablement décident de moins gaspiller eux-mêmes parce que c'est eux qui ont choisi ce qu'ils ont à manger. On ne leur a pas imposé. Exactement. La problématique de cette restauration, c'est que justement, quand, et on l'a tous vécu, quand vous arrivez en milieu ou fin de service, vous n'avez plus les choix des premiers. Vous risquez de déjeuner par défaut. Et déjeuner par défaut, c'est augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. Nos spécialistes, Thomas Bayetto. Oui, moi j'avais une question. J'ai été collégien il n'y a pas si longtemps que ça et je ne suis pas sûr que j'aurais eu envie de tous les soirs renseigner une application. Quel est votre taux d'utilisateur en fait? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas sur des collèges où les gens n'utilisent pas l'appli tout simplement? Alors en fait, on a quand même quelques recettes pour les emmener, notamment des coupes-fils, la possibilité de réserver non pas pour le lendemain mais pour toute la semaine, ce qui fait qu'ils peuvent le faire rapidement. Il faut savoir que le taux moyen de commande c'est 22 secondes pour passer commande de son repas. Et on leur donne une multitude d'informations que l'on ne peut pas obtenir sur un self physique. On va leur donner un Nutri-Score, une valeur calorique, une information sur les allergènes. Il y a beaucoup de jeunes qui psychotent sur ces problèmes-là, l'origine des produits et la possibilité de noter son repas de 1 à 5 étoiles avec un éventuel petit commentaire pour challenger les cuisines. Et ce qui marche très bien. Voilà. Et puis après, on est en préparation de gaming. De tout un tas de choses qui puissent effectivement encore plus les emmener. De toute façon, aujourd'hui, il y a aussi un autre élément, c'est que finalement, ce sont eux, vraiment les convives qui sont les plus concernés, sont eux qui poussent à faire en sorte que cette planète soit plus vertueuse. Et donc, on a un très bel accueil, du coup. Donc les gens utilisent l'appli, il n'y a pas de souci, vous avez un bon taux de remplissage. Okay. Et alors concernant les restaurateurs, là, comment est-ce que ça se met en place? Est-ce qu'il y a des freins? Qu'est-ce qui est compliqué pour eux? Est-ce que c'est compliqué pour eux à mettre en place en fait? Non, parce qu'il n'y a aucun appairage, aucun matériel, aucune maintenance, puisque nous, ça se passe par l'app. Et ensuite, ils reçoivent sur notre site web, en faisant un code, l'ensemble des commandes à préparer pour le jour même. Et en plus de ça, le seul frein, c'est qu'ils nous disent, voilà, mais comme j'ai commandé moi ma nourriture 3 à 4 semaines à l'avance, où est la réduction du gaspillage? Eh bien si, parce qu'en fait, on leur propose, s'il y a un solde de stock restant, de le passer le lendemain sous une autre recette, sur laquelle on va mettre un compteur, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de parts pour tout le monde, et le compteur va diminuer jusqu'à à l'épuisement, et l'offre va disparaître. C'était une offre supplémentaire au menu qui devait normalement se proposer. Et on aura bien épuisé 100% des stocks. D'accord, on est à combien? Je crois que c'est une trentaine de centimes par commande. En fait, on s'est basé sur une étude de l'ADEME qui a défini que la perte par plateau repas était de 68 centimes. On propose de se partager cette économie avec les cuisines en leur laissant 35 centimes et nous en prenant 33 centimes du coût clic de réservation. Gagnant-gagnant, c'est l'économie circulaire et vertueux. Dont on parle, une économie dont on parle beaucoup ici à ChangeNow, exposition universelle. Merci Denis Olivier, vous êtes le fondateur de 1000 Cantines. On vous souhaite de servir beaucoup de repas
économique et écologique. Merci de vos Merci à encouragements. vous. Merci. Vous laissez votre place et on continue cette séance de pitch avec les innovateurs qui travaillent pour la planète. On reçoit tout de suite Bas Behrens de Off-Grid Box. L'ai-je bien descendu, l'ai-je bien prononcé? Pour faire simple, cette boîte qui est une sorte de container de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres propose n'importe où dans le monde de créer de l'électricité, environ 16 kWh, c'est un peu plus que la consommation d'un foyer de 4 personnes à la journée, donc c'est assez important. De stocker cette énergie dans des batteries, donc avec des panneaux solaires, etc. Propose également de purifier l'eau, et on sait à quel point l'eau est une ressource précieuse qu'il faut respecter et apporter à des gens qui en sont malheureusement privés un peu partout dans le monde. Ça permet de purifier à peu près 1000 litres à l'heure, avec un réservoir de 1500 litres. Ça veut dire que des quartiers entiers peuvent bénéficier pour cette boîte de 2 mètres sur 2 d'eau pure et d'électricité. Bas Behrens, bonjour. Vous allez essayer de parler français, on vous en voudra pas si vous bifurquez vers l'anglais. D'où est venue l'idée de créer cette boîte et où vous en êtes dans le monde aujourd'hui? Oui, merci pour l'invitation pour cette show. Et en fait, oui, je préfère de répondre aux questions en anglais parce que ça me rend plus confortable. The idea originally came from the Italian founders who had done similar projects on water purification and renewable energy, but it took a long time to put everything together. So what they thought, if we assemble everything in a container in Italy, and then we send it to the project that needs these services, and then within 3 or 4 hours, it's plug and play. You just add the solar panels on top of the container, it takes a few hours, you switch it on, and immediately you can give these very precious services to the people who are in need, wherever. And this is not just in countries where there is a real lack of this electricity and water in any case, but also, for example, in a post-disaster setting, like we are earthquake and so on. Yeah, we are deploying in Puerto Rico at the moment, where people normally would have electricity, but now for 9 months they don't have anything. So to just have some light in your home and have access to clean drinking water, that's real precious. Donc Bas expliquait que ces boîtes sont évidemment diffusées un petit peu partout. Les gens ont besoin d'électricité, ont besoin d'eau, mais pas simplement là où il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre. On peut évidemment apporter rapidement de l'eau pure et de l'électricité à des gens qui ponctuellement en manquent. Combien de box actuellement sont en utilisation dans le monde? How many box are actually used in the world? D'accord. So in total we have about 70 boxes. We have sold boxes to NGOs, to international organizations, to private individuals who use them for their own projects or for their own houses. But we're also running boxes ourselves in Rwanda. We're basically a micro-utility company there. And we receive some funding and some investment from social impact investors. So we are running about 25 boxes there that we have brought to Rwanda. And then with the United Nations Development Program in Tanzania, we're running another 12 boxes. Combien coûte une boîte et qui paye ces boîtes? So one box is about $25,000. Environ 22 000 euros. 25 000. 25 000 dollars, environ 22 000 euros. Tout à fait. And they normally are either paid for by the international organization or NGO that we work with, or we have also financed some boxes with grant money from what is called the Environment and Energy Program Africa, and private investors or people who want to help the communities that we operate in. Thank you. Les questions de nos spécialistes environnement, Mathilde. Donc vous encouragez en fait, je peux vous poser la question en français, vous encouragez en fait le off-grid, donc c'est l'idée de ne pas passer par des grosses structures mais de faire son électricité soi-même en quelque sorte. Est-ce que cette électricité elle est utilisée entre guillemets que pour purifier l'eau, ou ça peut aussi être utilisé à d'autres effets? Yeah, exactly. No, that's a very, very good question. So it depends on the situation, but normally we would use
actually only a fifth of the electricity for water purification because we do it in a very energy efficient way. And then we use the electricity for other things as well. For example, to charge these kind of power banks, and we give them to households in a village, for example, in Rwanda, and they can plug in these kind of LED lights, very energy efficient, and they can also charge their phone with this. So suddenly they have access to electricity in their homes. And we can also use the electricity for a microgrid. So if you make some cables to a small business, like a welding, somebody use welding equipment, or milling, or drip irrigation, or ice making, any kind of thing. So the electricity really makes a difference in many different ways, also for increasing rural incomes. Thomas. Alors votre boîte est très facile à installer, c'est l'un de ses points forts. Je me posais la question, comment se fait l'entretien, la maintenance? Est-ce que c'est facile à réparer? Est-ce que ça tombe en panne souvent? Comment vous gérez ça? Right, so we normally hire and we train and we employ 2 women from the community that the box is located. So they go through 2 to 3 days of training, technical training, some bookkeeping, some sales and marketing. They are the ones who are responsible for the daily operations. They change the filters if that is necessary. They do a backwash. They charge obviously the battery packs, and we use WhatsApp with them for any problem that they may have. And then we have a back office in Kigali, in this case for East Africa, that if there's a major problem that goes out to do the repairs. But we really believe in strengthening the skills also of the people on the ground to be able to operate this box. Thank you, Bas. Félicitations pour cette initiative qui apporte, en dehors des réseaux établis d'électricité et d'eau, de l'eau potable. Dieu sait s'il en faut partout dans le monde, et de l'électricité qui sert à tout, y compris à communiquer, peut-être à voir ce qui se passe ici à ChangeNow. Merci infiniment, Bas. Je vous laisse regagner les coulisses. The Rule. Et nous accueillons tout de suite Quentin Testa. Quentin Testa, alors, lui, il a créé, donc c'est une start-up française, il a créé, ou en tout cas co-créé, une initiative qui permet de ne pas gaspiller les bouteilles d'eau. Concrètement, le meilleur déchet, vous le savez, celui qu'on ne produit pas. Le principe de la start-up Jean Bouteille, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et que cette même bouteille soit utilisée, alors on sait que le verre est recyclable, machin, mais ad vitam aeternam, mais ça demande de l'énergie, ça demande des infrastructures, et donc ça a un coût certain. Cette bouteille, en fait, lorsque vous l'avez utilisée, et ensuite, si j'ai bien compris, lavée dans des structures que vous mettez en place, est immédiatement réutilisée pour divers produits, divers liquides. Quentin, où en êtes-vous exactement? D'où vous vient cette idée de recycler la même bouteille éternellement? Alors l'idée elle est venue il y a 5 ans, c'est Gérard Bellet, le CEO de Jean Bouteille, qui voulait il y a 5 ans monter une épicerie vrac, une épicerie zéro waste comme on appelle. À l'époque ça n'existait pas et donc il allait voir les pouvoirs publics, les banques, et on lui a refusé en fait de faire un prêt. Donc il s'est pas démonté, entrepreneur, et il est allé en fait monter un projet pilote dans une biocoop. Et il a testé, on commençait à voir le vrac, le vrac sec. Donc Jean Bouteille, c'est l'association du vrac liquide avec une bouteille qui est réutilisable. Ce dont on parle quand on parle de vrac, ça veut dire que c'est je vais dans un magasin, la quantité demandée, la quantité à la demande. Je prends exactement avec mon propre conteneur ce dont j'ai besoin, de graines, de farine, etc. Et du coup donc de liquide. Et donc Jean Bouteille, en fait, sur les liquides, tout ce qui est huile, vinaigre, vin, shampoing, etc. Tous les produits liquides. Voilà. Et donc il a testé ça, et aujourd'hui Jean Bouteille, c'est 700 magasins partenaires qui sont engagés dans la lutte contre l'emballage unique jetable. Et donc Jean Bouteille, ça répond à 2 problématiques, le jetable et aussi le gaspillage alimentaire, puisqu'en fait le consommateur achète vraiment la quantité qu'il a besoin, et ça évite ensuite chez lui de gaspiller. Voilà. Ça veut dire qu'il faut quand même que d'abord les magasins se mobilisent pour proposer en vrac les liquides, ce qui n'est pas une majorité du genre. Et puis par ailleurs que vous ayez les infrastructures pour gérer ces bouteilles, les nettoyer, les remettre sur le marché à disposition des consommateurs. Comment vous organisez ça? C'est également vous qui prenez cet aspect-là en compte? Alors nous, Jean Bouteille, notre métier, c'est on installe en fait des corners, des fontaines self-service en magasin pour que le consommateur, le citoyen, puisse se servir du liquide de son choix dans la quantité désirée. Et après, en fait, nous on gère le bout du bout, donc c'est le citoyen qui vient
re-remplir sa bouteille, qui gère sa bouteille. Et nous, en fait, on gère le bout du bout, la fin de vie de la bouteille. Si le consommateur veut plus de la bouteille, on se charge de la récupérer, de la transporter et ensuite de la cheminer sur un site de lavage et après de la remettre dans le circuit, ce qu'on appelle le circuit d'économie circulaire. Combien de fois une bouteille en moyenne va servir et resservir? Alors, les très, très complexe à avoir la data aujourd'hui, mais dans les ACV aujourd'hui, c'est environ une quinzaine de fois. Voilà. C'est l'ACV national. Et Jean Bouteille, l'an dernier, en 2019, on a sauvé plus de 300 000 bouteilles en verre. Voilà. Est-ce que vous savez en termes d'énergie, l'énergie nécessaire à recycler une bouteille en verre, est-ce que vous savez en termes d'énergie combien vous avez fait économiser sur ces bouteilles? Alors, j'ai pas ce chiffre-là, mais pour donner de l'intel, pour faire une bouteille, en fait, il faut chauffer. Vous avez des fours qui sont chauffés à 1200 degrés et qui sont non-stop, en fait, qui ne s'arrêtent jamais, parce que c'est très coûteux d'arrêter une fonderie. Et ensuite, c'est des bouteilles, une fois fondues, moulées, sont lavées, parce qu'après, elles sont vendues, du coup, prêtes à l'emploi. Voilà. Donc de l'énergie, donc de l'eau, exactement. etc. Et nous, en fait, on vient couper ça, on vient, du coup, réutiliser l'emballage, simplement le laver et le remettre du coup à disposition des enseignes comme Biocop, etc., comme Franprix, etc. Thomas, Mathilde? Oui, donc là, une des grandes questions pour le réemploi, en fait, c'est la consigne qu'on connaissait il y a très longtemps, où on rapportait en fait son... Et là, c'était un petit peu différent parce qu'on rapportait en fait sa bouteille qui a été lavée. Là, vous, en fait, le principe, c'est que c'est les consommateurs qui nettoient eux-mêmes leur bouteille, en fait. La grosse différence... Alors, nous, on a associé deux concepts qui existaient déjà, la consigne et la vente en vrac. Donc la nouveauté, la consigne, elle existe depuis très longtemps, mais c'est la consigne pré-emballée. Nous, on est sur une consigne, du coup, vrac. Et donc oui, c'est le consommateur. Aujourd'hui, il y a 350 épiceries vrac en France, et c'est le consommateur en fait qui revient avec son emballage. Donc c'est vraiment, et aussi dans on a une mission en fait de changer les habitudes alimentaires des citoyens. Pardon, juste avant que Thomas vous pose une question, j'ai quand même vu que vous développiez des stations de lavage et que vous essayez justement que ce soit également de l'emploi solidaire. Où vous en êtes de cette... On travaille du coup avec des ESAT sur par exemple cette bouteille-là, elle est montée en ESAT. Donc en fait on monte, en fait on sérigraphie ces bouteilles-là, on monte le bouchon et tout ça est fait en ESAT par exemple. Thomas, une question à Jean Bouteille qui ne s'appelle pas Jean, mais voilà, je la montre la bouteille pour que vous puissiez voir correctement pendant que vous parlez. Oui, je voulais vous demander, la consigne revient un petit peu à la mode ces derniers temps. Elle a été au cœur, notamment pour le plastique, mais aussi pour le verre, des débats sur la loi anti-gaspillage qui a été adoptée récemment. Comment votre entreprise se positionne dans ce débat de société et ce débat politique? Déjà la consigne... Donc, nous, on est arrivé il y a 5 ans, on était un des premiers à remettre sur le débat public le sujet de la consigne, et aujourd'hui, on est très fiers que tous les acteurs en fait, prennent ce sujet à bras-le-corps. Aujourd'hui, on est sur les deux sujets, le vrac et la consigne. Aujourd'hui, sur la consigne au niveau légal, il n'y a pas encore de, on va dire, d'appui sur vraiment ce sujet-là. On est en train de travailler, on a une interpro qui est le réseau VRAC et qui est en train de travailler avec Citeo, qui est l'organisme du coup qui collecte les quotas, qu'une partie de cette taxe-là puisse être reversée pour tout ce qui est emballage réutilisable. Donc on travaille d'arrache-pied avec eux dans ce sens-là. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un chez Jean Bouteille s'appelle réellement Jean? Non. Il n'y a pas de Jean, il n'y a pas encore de Jean aujourd'hui chez Jean Bouteille. D'accord, c'est pour faire Frenchy. C'est le jeu de mots Jean Bouteille. Merci Jean Bouteille moi-même. Voilà, d'accord. Merci infiniment Quentin Testa de Jean Bouteille d'être venu nous présenter votre innovation ici sous cette magnifique verrière du Grand Palais. Pendant 3 jours, ChangeNow reçoit 20 000 personnes qui vont découvrir 1000 innovations pour que demain la planète soit plus belle et qu'on y vive un petit peu mieux. Vous restez connectés sur France Info Web. On vous fait tout de suite découvrir d'autres innovations pour la planète ici en direct du Grand Palais. À tout de suite.